marche bien. Et là, on est sur un mécanisme de communication qui reste relativement trivial. Oui. C'était par rapport au métissage des animaux. Donc, vous avez comprendre que les oiseaux aussi, on peut comme les oiseaux dans le cerveau, le suivi que la molette, par exemple, elle est plutôt plus intelligente que nous. Mais je me rends compte qu'en fait, que tous ces animaux-là, ils font les mêmes choses qu'ils faisaient dans ces grands, les mêmes choses qu'ils font dedans. C'est comme s'il n'y a pas d'évolution. Ouais. Je voulais savoir, pourquoi ils ont un cerveau, ils apprennent, mais ils n'évoluent pas. C'est comme si c'est les mêmes choses qu'ils font, il n'y a pas d'évolution. Wow, merci pour la question. Alors, elle n'est pas cool ta question parce qu'elle est vraiment dure. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup d'espèces, entre guillemets, font la même chose que ce qu'elles faisaient il y a des milliers d'années, hein. Là, tu dis des centaines d'années pour être gentil avec moi, mais la réalité, c'est que c'était des fois il y a des milliers d'années, ou des fois même des centaines de milliers d'années. Ben, si ça marche bien, pourquoi changer? Je dirais quelque part, quand tu es bien adapté à ton environnement, autant en profiter, puisque ce qui compte, c'est de survivre. Euh, donc, je dirais, c'est ma réponse facile. Alors, la réponse un peu plus compliquée, c'est que d'abord, même chez les insectes, il existe des notions de mode. C'est-à-dire que des mêmes insectes dans différents endroits vont pouvoir développer des préférences pour certains aliments et profiter qu'ils sont là. Et dans certains cas, on constate même une coévolution, par exemple, entre certains parasites et certaines espèces qui vont faire que on a aujourd'hui des insectes qui ne pourraient plus vivre sans certains parasites parce que ces parasites leur permettent de transformer certaines choses qu'ils mangent enfin, certaines choses qu'ils cultivent pour que ça devienne mangeable. Donc, vous voyez, il y a eu comme ça des aspects où on a eu des coévolutions. Alors, ça se fait des fois sur des millénaires, hein. Ces coévolutions, elles peuvent être relativement lentes. En même temps, d'autres aspects d'adaptation, des préférences à un moment donné qu'on va rencontrer sur certaines choses vont être vraiment juste liées à des apprentissages de conditionnement. Donc, comme chez les humains, on peut constater à des niveaux beaucoup plus simples des adaptations culturelles. C'est-à-dire où c'est vrai qu'on a la même logique de fonctionnement pour tout le monde, mais des préférences pour certains pollens et compagnie qui peuvent être différentes on va dire, d'une famille d'abeilles à une autre et qui peut être vraiment juste temporaire et qui dépend des conditionnements des abeilles enfin, voilà, des abeilles adultes qui ont déjà l'habitude de travailler, qui vont conditionner les nouvelles abeilles et au fur et à mesure, on va avoir de génération en génération une sorte de préférence qui s'établit et qui là est apprise, un peu comme chez nous. Après, tu as raison aussi sur le fait qu'il y a un aspect, si entre guillemets, on échange, euh, si vous prenez par exemple les insectes sociaux, on parle de populations où on est en centaines d'individus, milliers, voire plus d'individus. Et finalement, quand on a ces milliers d'individus, c'est pas grave de perdre un individu. En fait, voilà, toutes les abeilles, elles rentrent pas à la ruche le soir, c'est pas Maya l'abeille et ces trucs-là. Voilà, il y en a plein qui rentrent pas et honnêtement, pour la ruche dans son ensemble, c'est pas dramatique. Ah, d'accord, vous allez pas au cimetière tous les jours parce que vous avez des millions de cellules dans votre corps qui sont mortes. D'accord? Votre corps, il se renouvelle plusieurs fois pendant votre vie. Il n'y a pas grand-chose des cellules qui étaient vivantes globalement lorsque vous étiez un bébé qui sont encore vivantes aujourd'hui chez vous. Et je vous parle pas pour moi, qui suis plus vieux. Donc, au final, globalement, c'est un organisme qui se maintient. Et plus l'organisme, donc en fait, il est sain, moins c'est grave de perdre un individu. Et c'est évident que plus on rentre dans le côté mammifère, plus en fait, globalement, ben déjà, un petit humain, globalement, il n'est pas viable seul, à part avoir combien, je sais pas, 3 4 ans finalement. Avant 3 4 ans, je pense pas qu'un petit humain qui serait dans la nature serait capable de se débrouiller tout seul. Un humain qui a moins d'1 an, il n'est pas capable de marcher, de courir. N'importe quel prédateur l'attrape et le mange. Donc en fait, il y a vraiment besoin d'être dans un groupe et d'avoir la protection du groupe. Et en même temps, ben, on a échangé, entre guillemets, ce côté où collectivement, on était peut-être, les insectes sont beaucoup plus intelligents par le fait que nous, dans notre cerveau, on internalise beaucoup de processus qui existent dans l'espace, entre guillemets, de manière spatiale pour les insectes. Donc, je pense qu'il y a aussi cette partie-là de solution. D'une part,
la frontière, elle n'est pas si grande que ça. D'autre part, chez nous, ça ressemble beaucoup à une internalisation de de ce que les insectes sociaux sont capables de faire. Et en plus, troisièmement, la question que tu poses n'est pas tranchée. C'est-à-dire que je sais que scientifiquement, il y a vraiment des gens qui se posent la question de savoir quels sont les mécanismes qui vont permettre à un moment donné d'avoir une évolution génétique, de transformer une espèce, de voir l'apparition d'une capacité nouvelle. Pourquoi ça va mettre beaucoup de temps ou pas? On n'a pas de bonne réponse encore à toutes ces questions-là. Il y a de quoi faire de la recherche pour pas mal de temps. Comme une des peurs, par exemple, des hommes actuellement, c'est qu'on est des robots, des IA, qui nous gouvernent, qui nous maltraitent. Oui. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas des animaux, s'ils ont eu dangereux à monter intelligent, on les robots, qui avec les intelligences, avec les passages, aussi quoi, avec on voit qu'on a l'impression qu'ils sont juste basés sur manger, à suivre le bois. Pourquoi? Alors pourquoi il y a un si grand gap, une impression de gap si important entre nous et la plupart des animaux? Peut-être parce qu'on est les plus grands exterminateurs. Parce que en pratique, on a voulu se garantir une niche écologique relativement large et la concurrence, on l'a détruite. On sait qu'aujourd'hui, on a Homo sapiens sapiens qui est là. On sait qu'Homo sapiens sapiens, globalement, évolue relativement peu. Le pourquoi il évolue peu, aussi, pas mal à cause de la médecine. Grâce ou à cause, vous choisissez le comment vous le dites, mais effectivement, le fait qu'on soit capable de faire vivre des gens qui, à une époque, n'auraient pas été viables, fait que forcément, ça a un impact sur l'aspect évolutionnaire. Donc ça, il y a ce côté-là. Et puis, les archéologues se posent vraiment des questions sur les autres hominidés qu'il y a pu avoir autour de nous, notamment, c'est quoi son nom m'échappe. L'homme de Néandertal, par exemple, on sait qu'il a vécu à la même époque qu'Homo sapiens et que les cultures se sont rencontrées et que l'homme de Néandertal était capable d'avoir une culture, était capable manifestement, avait des rites religieux et compagnie. Donc il était très proche de Homo sapiens, même s'il était différent. Sauf qu'il a complètement disparu. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est à cause de maladies? C'est comme nous qui avons détruit des civilisations en allant les rencontrer, en leur exportant, entre guillemets, nos microbes. Est-ce que c'est des choses comme ça? Est-ce que c'est bêtement parce que on est des fous furieux et que dès qu'il y a quelqu'un qui nous plaît pas ou qui est un peu dangereux, on préfère le tuer, ça va beaucoup plus vite que d'aller discuter. Voilà. Après, je dirais, l'histoire nous dira, et je pense qu'il y a malheureusement des choses où on aura du mal à trancher parce qu'on ne peut pas revenir en arrière dans le passé et revivre ces trucs-là, on n'a pas de traces. Mais oui, tu as raison, ces questions se posent. OK. Alors, oui, donc ça, c'est les applications. Je voudrais juste revenir en avant pour revenir sur mes trucs là. Comment ça se fait alors, si je reprends la même idée, comment je peux expliquer mon abeille géomètre, plutôt que de dire que dans l'abeille, dans la ruche, il y a la reine, et puis il y a ses généraux, et puis il y a voilà, les maréchaux, les généraux, les colonels, les compagnies, et voilà. Et petit à petit, toute une hiérarchie. Donc ça, c'était la manière, on va dire, 17e, 16e siècle et avant, de voir les choses en disant, il y a des gens, ils sont là, ils sont nés pour diriger, les autres sont nés pour obéir, et tout va bien. Continuons comme ça. Et en plus, la génétique explique tout. Hein, aussi. Puisque, à la limite, voilà, la génétique dit comment il faut caler ça. On sait que c'est pas vrai. On sait, par exemple, que quand un autre exemple, c'est les araignées. Quand elles font, vous savez, les toiles d'araignée sont vraiment des trucs très géométriques. On sait que, par exemple, une araignée, si vous la mettez sous LSD, il y a des, il y a des scientifiques qui s'amusent comme ils peuvent. Il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Quand on la met sous LSD, on voit qu'elle fait une toile d'araignée qui a vraiment, voilà, on voit qu'elle a été sous LSD, quoi. Elle a perdu sa côté de jolie géométrie et compagnie. Donc c'est pas que la génétique qui le dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le cerveau de l'abeille en fonction de la transmission synaptique, on a des effets. En même temps,
dire qu'il n'y a pas la génétique qui est à l'œuvre là-dedans, ça serait une bêtise aussi. Parce qu'il y a des patterns, manifestement, qui peuvent être hérités de la génétique. Mais il faut bien imaginer que dans ce cas-là, ça doit être minimal. C'est-à-dire que la connaissance qui est donnée par le gène, c'est pas une connaissance explicite. Puisque celle-là, voilà, mon abeille, mon araignée sous LSD, elle n'est plus capable de faire un pattern de toile d'araignée qui soit correct. Et pareil, les abeilles finissent par fabriquer ça, mais est-ce qu'elles le font juste toutes seules, entre guillemets? Globalement, non. En fait, l'idée, c'est que les abeilles, elles sont toutes en train de construire, et elles sont en compétition les unes avec les autres. Tout le monde voudrait avoir un mur qui est plus à tel ou tel endroit. Mais quand vous construisez tous en même temps, ben, ce qui va se passer, c'est que ce pattern-là, c'est un pattern d'un point de vue Voronoi, hein, qui est optimal. C'est-à-dire que pensez tout le temps à mon histoire de Voronoi, c'est que si je suis ici, la frontière qui est la meilleure, c'est celle-là. Si je suis entre ici, la frontière la meilleure, c'est celle-là. Si je suis entre ici, la frontière c'est la meilleure, c'est celle-là. Et si je continue comme ça, je vais fabriquer des trucs comme ça. Et donc, en fait, je vais me retrouver ici que finalement, ce que je vois, mon hexagone, c'est juste le Voronoi par rapport à cet aspect-là. Oui. Est-ce que c'est vrai pour les humains comme Isabelle, si par exemple on sépare deux populations, on les donne les mêmes ressources, est-ce qu'ils arriveront tous les deux éventuellement à faire la même technologie, par exemple? Waouh! À mon avis, non. À mon avis, non. Et la raison, elle est la même que celle que j'avais laissée. D'ailleurs, je n'avais pas terminé mon explication. Vous vous rappelez, dans mon histoire avec les fourmis, il fallait tout le temps, j'ai tout le temps quelques fourmis qui ne suivent pas le chemin optimal. C'est-à-dire que l'idée, c'est que normalement, je vous l'ai dit, je prends une probabilité qui est issue de ce tirage-là, mais si je prends que ça, à la fin, j'ai tout le monde qui prend le meilleur chemin. Si tout le monde prend le meilleur chemin, et qu'il y a une autre source de nourriture qui est apparue juste à côté, ben malheureusement, tout le monde va passer à côté de la source de nourriture qui est disponible pour aller à quelques kilomètres plus loin récupérer quelque chose, ce qui est idiot. Donc, en fait, ce qu'on laisse tout le temps dans ces algos-là, et c'est vraiment aussi le nerf de la guerre de l'apprentissage par renforcement, c'est il faut laisser la possibilité d'explorer. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait une probabilité non nulle de ne pas prendre la meilleure solution. Et en fait, ces fourmis exploratrices, elles vont vous permettre de découvrir avec une certaine probabilité des choses. Donc ça, c'est pour les fourmis. Maintenant, si je le transforme pour les humains, mettez deux groupes d'humains avec les mêmes ressources, le même potentiel au départ, eh bien, le hasard fera que peut-être vous avez la chance qu'un individu dans un des groupes puisse découvrir quelque chose qui va faire qu'il va induire tout son groupe dans une sorte de développement un petit peu spécifique, alors que pour l'autre groupe, ça peut partir sur autre chose, ou qu'on peut avoir moins de chance, et que donc ça peut mettre plus de temps. Oui, il y aura par exemple peut-être un décalage, plus de Oui. temps, mais les résultats eux-mêmes. La plupart du temps, oui et non. C'est-à-dire que, en tout cas, l'histoire nous montre que, par exemple, la découverte de la poudre à canon par les Chinois il y a super longtemps, ben voilà, ils l'ont découvert, ils l'avaient, ils l'ont maintenu. Si t'as pas la même chance, si t'as pas les mêmes matériaux, tu fais pas forcément la même découverte. Le problème, c'est que à partir du moment où tu fabriques en général des groupes différents, tu les localises à des endroits différents. Et donc, ils ont accès à des ressources différentes et donc, ils vont se développer de manière différente. Ils vont avoir des besoins différents. Ceux qui vont arriver, qui sont dans le grand froid, ils vont développer des aptitudes qui vont être liées à ça, que tu peux après, tu vas essayer d'objectiver par rapport à des populations qui auront vécu sous d'autres latitudes, mais les comparaisons sont vraiment futiles. Après, tu vois, en termes de qu'est-ce qu'on aura fait ou de la possibilité de développer des choses. La question, par exemple, c'est de poser la question, est-ce que c'est possible pour des mammifères marins de développer la même chose que nous? Ben, peut-être, mais en même temps, l'accès au feu, c'est pas si facile que ça. Les membres qui servent de nageoire et le fait qu'on n'ait pas de support physique sur lequel travailler, ben, ça fait qu'on peut pas accéder facilement à la position bipède et à commencer à manipuler des objets. Donc, en fait, il y a plein de choses qui vont pouvoir être partagées où on peut se dire, ah, mais oui, il peut y avoir des langages qui pourraient se créer de la même manière, oui, mais il y a plein d'autres choses qui sont complètement différentes. Et là, c'est tout le temps lié à notre embodiment qui va contraindre tout ça. Embodiment et environnement. Donc en fait, malheureusement, c'est des questions où dès qu'on les creuse, on se rend compte à quel point c'est multifactoriel et que c'est difficile. En tout cas, quand on fait des simulations informatiques pour essayer de reproduire ces choses-là, on voit qu'on arrive à peu près à reproduire tout ce qu'on a pu, entre guillemets, nous vivre, entre guillemets.
C'est bon pour mes abeilles? Ben, les termites, pareil. En fait, les termites ne sont pas de si bons architectes et ne sont pas de si bons ingénieurs en bâtiment que ça. Leur toit s'écroule souvent sur leur tête. Sauf que ben, il s'écroule à un moment donné, mais c'est que quelques, on va dire, grains de terre qui s'écroulent parce qu'ils ont mal été fixés. Et puis, ben, c'est pas grave. Au pire, il y a quelques termites qui meurent, mais ils n'en font pas un plat parce que justement, la termitière s'en fout complètement qu'il y ait des termites qui vont mourir. Mais au final, ça va se construire et ce qui va rester, ce qui sera visible, ça sera uniquement ce qui aura survécu. Le reste aura disparu. Et l'édifice, il n'est pas du tout le même. Quand vous allez, la photo, quand on l'a prise là, si on revenait maintenant et qu'on reprenait la photo, on verrait que la termitière, elle a changé de forme. Peut-être elle a encore évolué, elle est encore plus grande, voire même, elle s'est peut-être complètement cassée la gueule parce que malheureusement, les termites n'étaient pas si malines que ça. Ça va? Mais clairement, il y a cet aspect tout le temps d'auto-organisation, c'est-à-dire que ce qui marche mal disparaît forcément rapidement, et ce qui marche bien permet à la population de mieux vivre, donc forcément va pouvoir perdurer. Et donc, les écoulements d'air qui marchent bien ben, vont rester et vont être au contraire multipliés. Ceux qui ne marchent pas, ben, de toute manière, ce n'est pas viable cet endroit-là, donc ça va être transformé. Ça va être transformé jusqu'au moment où ça deviendra viable. Donc, il n'y a pas besoin d'être si malin que ça, entre guillemets. Et je dirais que dans beaucoup de cas, on a tendance à s'attribuer une certaine intelligence, alors qu'en fait, c'est juste le processus, pas mal un processus hasardeux qui est à l'origine de pas mal des inventions. Alors, il y a des théories là-dessus pareil, sur les inventions chez les humains, de se demander les grandes révolutions scientifiques, comment est-ce qu'elles sont arrivées. Ben, souvent, ça ressemble un petit peu à ce qu'on raconte là, c'est-à-dire qu'il y a plein d'expérimentations plus ou moins aléatoires qui marchent pas, jusqu'au moment où, tac, il y a eu un truc qui est là. Et effectivement, ce qu'on a un peu de spécifique, c'est qu'on va avoir la mémoire qui va permettre de se dire, ah, je me rappelle ce truc-là et je vais l'expliquer à mes enfants que ça, c'est une bonne solution. Et après, il va y avoir une concurrence, c'est-à-dire qu'il y a des concurrences des fois entre plusieurs bonnes solutions et de se dire ben, quel est le groupe, entre guillemets, le plus fort qui va faire que c'est sa coutume à lui qui va prendre le dessus. Après, vous voyez, il faut l'interpréter plus d'un point de vue social. Mais en tout cas, en science, on est bien placé pour savoir que c'est pas forcément les technologies les meilleures qui sont les plus utilisées. Voilà. Ça, alors là, ça c'est clair. C'est-à-dire que vous regardez la technologie et la science, il faut vraiment les dissocier. Parce que les technologies utilisées, c'est des technologies où il y a beaucoup d'histoires de rapports de force. Il y a beaucoup d'histoires de puissance, de brevets qui ont été utilisés, de populations qui utilisent tel et tel type de choses, qui font que les prix des produits diminuent et que donc, ben, même si c'est pas le truc idéal, si vous êtes genre 10 fois moins cher que le concurrent, ben, voilà, vous n'arriverez pas à vous faire votre place de marché sur le marché, même si l'autre solution avait été entre guillemets utilisée par tout le monde, elle aurait pu elle aussi devenir moins chère. Mais vous voyez, il y a des moments où, entre guillemets, la solution installée va perdurer et arrivera vraiment voilà, à s'imposer alors qu'elle n'est pas forcément la meilleure. Il faut qu'il y ait des ruptures très importantes pour qu'entre guillemets, de nouvelles solutions apparaissent vraiment. Parce que sinon, il y a justement ce côté d'hystérésis, de résistance de la solution installée, d'effet de saturation qui est donné qui est là. Alors, les bancs de poissons, c'est pareil, les bancs de poissons et les oiseaux. L'explication, elle est globalement la même. Donc là, vous vous doutez bien que ben, ce n'est pas des aspects non plus phéromones, donc ce n'est pas non plus des aspects tactiles parce qu'on est plutôt à distance. Donc là, c'est manifestement la vision. Et donc là, ben, la vision, c'est le fait de dire, ah mais en fait, quand je suis en train de voler ici, ben, j'ai un champ de vision et je peux repérer que finalement, j'ai un copain qui vole d'une certaine manière par rapport à moi. Et finalement, on peut imaginer que les modèles que je vous ai expliqués au niveau des véhicules de Breitenberg marchent très bien pour ça. C'est-à-dire, si vous nous dites, ah, mais en fait, tout ce que je voudrais, c'est continuer à avoir un congénère sous un certain angle de vision par rapport à moi, et maintenir cet invariant, et bien dans ce cas-là, je vais avoir un vol en formation. Et on a un truc qui est assez bizarre, c'est qu'on pourrait croire que le leader, c'est celui-là, mais en fait, c'est l'idiot du village. Ben parce que, contrairement aux autres, il a trouvé personne à qui suivre, donc il se retrouve devant. Donc, il est momentanément le leader. Mais est-ce qu'il va rester le leader? Ben non, pas forcément, parce que, comme je vous ai dit, c'était l'idiot du village. Hein. Enfin, non, il n'est pas plus idiot que les autres, mais
ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il s'est retrouvé devant. Pourquoi il se retrouve devant? Ben, et pourquoi peut-être celui-là va se retrouver devant un peu plus tard? Ben, imaginez que celui-là, il soit dans une zone où il y a un peu plus de vent. Eh bien, à cause de ce vent, il va avancer plus vite que les autres. Ou à cause d'une ascendance, il va pouvoir voler en dépensant moins d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les autres vont le voir et lui, il s'en fout des autres. Hein, si tout va bien pour lui, il en profite. Donc, il arrête de suivre les autres. Et donc, dans ce cas-là, ben, les autres vont se mettre à le suivre et les autres vont profiter de l'ascendance. Et donc, en fait, le fait d'être étalé, d'avoir ce vol en escadrille, va permettre finalement de faire une exploration en parallèle et de découvrir des solutions au fur et à mesure et de changer en fonction de qu'on trouve. Et l'autre élément aussi, pourquoi c'est intéressant de voler comme ça? Ben, c'est que vos oiseaux, ils regardent le sol aussi. Et ils ont une vision qui est clairement meilleure que la nôtre. Donc, ils ont une vision qui est relativement perçante. Quand il y en a un qui voit un ver de terre au sol, les copains, ils sont en train de voler. Il n'en a rien à cirer. Il ne va pas les prévenir, rien du tout. Il va aller manger, juste pour lui, pour profiter. Mais s'il y en a un qui pique comme ça et qui va manger, ben, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, tac, il y en a une partie qui vont le suivre. Les autres, il y a une autre partie qui, malheureusement, c'est trop tard, ils ne le verront pas. Mais en même temps, s'ils vont nulle part, ben, ils finiront par revenir au même endroit. Et donc, on a comme ça notre groupe qui peut se splitter, qui peut se refusionner et compagnie. Donc, en fait, ça revient à vraiment une recherche parallèle et qui est complètement opportuniste. Et le fait qu'elle soit opportuniste et qu'elle a un mécanisme de communication qui est relativement lâche, qui n'est pas très contraignant, bah, va permettre justement l'émergence de plein de solutions. Il faut toujours penser que, vous voyez, si mon mécanisme de communication il était impératif, s'il fallait absolument maintenir le vol en formation, ben malheureusement, il ne trouverait pas de la nourriture. Mais en fait, on a un système qu'on peut voir comme étant vraiment l'architecture à base de comportement dont je vous parlais, avec le comportement qui est, ben, si je vois de la nourriture, je vais vers la nourriture et puis basta, c'est prioritaire. Si ben, je ne sais pas quoi faire et que je vois des congénères, ah ben tiens, autant suivre les congénères parce que peut-être qu'ils savent où ils vont. Et voilà, et on va bouger comme ça. Et on n'a pas besoin, entre guillemets, et les grandes migrations, on n'a pas besoin d'avoir une carte très complexe, même de l'endroit où on va aller. On sait aujourd'hui qu'on arrive à expliquer pourquoi certains oiseaux reviennent tout le temps à peu près à un endroit spécifique, qu'on l'explique très facilement en regardant à la fois les contraintes du relief et les contraintes juste d'aspect de champ magnétique qui sont présents à un endroit donné. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un pattern qui va être recherché, mais ce pattern, il est très vague, mais sauf que couplé avec la forme des continents, avec la présence des océans et compagnie, ça va faire que les oiseaux, ils n'ont pas très envie des fois de traverser des mers qui sont immenses, donc ils vont aller d'un côté de l'autre et ils vont passer comme ça du nord de l'Europe à l'Afrique en prenant des chemins qui évidemment en général vont longer les côtes et qui vont finalement tout le temps revenir au même endroit. Et c'est la même chose pour les tortues marines. Et ça s'explique très bien en regardant des aspects de température d'eau, des aspects de champ magnétique. Et on se rend compte d'ailleurs voilà, que pour peu qu'un des paramètres change, on va avoir des tortues qui vont se retrouver à ne plus revenir au point de départ. Ça va? Donc tout ça pour vous expliquer que oui, on peut, entre guillemets, garantir des comportements stables, des attracteurs d'un point de vue du comportement, à partir de très peu de choses en fait. Et au final, ce que donne dans ce cas-là la génétique, c'est vraiment minime par rapport à ça. Ça vous va? OK. Bien. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais en tant qu'ingénieur? Comment on va employer ça? Donc, il me reste une demi-heure pour démarrer un petit peu ça comme il faut. Alors, d'abord, voilà, donc voilà, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Voilà, tout un ensemble de choses, de construction et compagnie. Ces applications-là, comment est-ce que moi je vais pouvoir les prendre? Alors déjà, la chose importante que je vous avais dit d'entrée de jeu, c'est que ce qui permet ces comportements-là, d'un point de vue théorique, c'est le fait que, d'une manière ou d'une autre, on a un feedback négatif qui s'oppose à un feedback positif, qui lui permet la prise de décision et l'auto-organisation. C'est toujours vrai dans tous les aspects de population. Population d'insectes, population d'humains, voire dans notre cerveau, population de neurones. Une population de neurones, on a aussi ces aspects de régulation, d'éviter que tous nos neurones ne déchargent en même temps, donc l'inhibition est très importante, mais aussi des aspects de feedback positif pour le renforcement de certaines synapses. OK? Ou le renforcement d'une prise de décision. Alors, il y a une notion théorique
qui a été proposé par Francesco Varela, qui était un neurobiologiste. Alors, c'est quelqu'un de très intéressant parce que d'un côté, c'était un moine bouddhiste, il était le Dalai Lama et compagnie, et puis de l'autre côté, donc il a vraiment fait des travaux de neurobiologie et de biologie théorique qui sont restés comme étant des grands travaux fondateurs. Donc, il a vécu pendant longtemps en France, donc il a écrit pas mal de bouquins en français. Et vous verrez, si vous allez lire un petit peu ces bouquins, vous allez trouver des bouquins philosophiques d'un côté, et de l'autre côté, vous allez trouver des bouquins très scientifiques, les deux choses. Et en fait, il a défini la notion de ce qu'on appelle l'autopoïèse, qui est une notion qui est assez intéressante, parce qu'en fait, l'autopoïèse c'est défini comme étant un système qui est organisé. En fait, pardon, la notion de l'autopoïèse, c'est une tentative de définir ce qu'est la vie. C'est-à-dire, en fait, c'est issu de travaux qui ont été lancés au départ par la NASA et autres, quand on a commencé l'exploration spatiale et qu'on s'est dit, il peut exister des formes de vie ailleurs. On essaie de se demander est-ce qu'il y aurait des formes de vie, par exemple sur Mars ou sur d'autres planètes de notre système solaire, voire dans d'autres systèmes solaires. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut détecter s'il y a une forme de vie? Alors évidemment, il y a une manière simple, c'est de se dire, si c'est des créatures qui sont basées sur du carbone et qui utilisent de l'oxygène et qui fabriquent du CO2, c'est comme nous, c'est la chimie du carbone, donc ça, on connaît bien. Et une forme de vie qui est basée sur cette chimie du carbone, on va pouvoir la retrouver. Mais même sur Terre, on s'est rendu compte que toutes les formes de vie n'utilisaient pas de l'oxygène. Par exemple, on a découvert qu'il y avait des formes de vie autour de cheminées sous-marines, de cheminées volcaniques sous-marines, qui peuvent se nourrir à partir de soufre et autres. Donc, ils sont des trucs qui sont complètement toxiques pour nous. Donc, on sait que même sur Terre, il peut y avoir des formes de vie qui n'obéissent pas tout à fait à la même chimie. Et la question, c'est oui, mais alors ailleurs, dans ce cas-là, il peut vraiment se passer des choses qu'on a du mal à concevoir. Donc, comment définir que quelque chose est vivant et qu'est-ce que c'est qu'une créature vivante? Et donc, il a essayé voilà, ils ont été tout un groupe à se poser cette question-là. Et ce qui est sorti de cette manière de raisonner, c'est de se dire que, voilà, quelque chose qui est vivant ou quelque chose qui est un système autopoïétique, c'est un système qui est organisé comme un réseau de processus de production de composants, donc ça doit produire des choses, donc des composants, qui, se régénèrent continuellement par leur transformation qui régénèrent continuellement par leur interaction et leur transformation et leur interaction, le réseau qui les a produits. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez une cellule, sa première activité, c'est d'assurer que sa membrane continue d'exister. D'accord? Donc, une cellule vivante, elle passe son temps à régénérer sa membrane pour finalement se protéger du monde extérieur. Et une cellule qui meurt, la première chose qui dégénère, c'est sa membrane. Et tac, elle explose, entre guillemets, elle est plus, elle a arrêté de vivre. Donc, il y a vraiment ce côté-là d'être capable de régénérer le réseau qui les a produits et qui constitue le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme un réseau. Donc, il y a vraiment ce côté-là, un réseau de choses en interaction qui permettent de fabriquer les composants, qui permet de maintenir ce réseau et qui permet de maintenir cette frontière de manière à créer justement cette topologie et à s'isoler du monde extérieur. Donc ça, c'est une manière de pouvoir déterminer la vie comme étant quelque chose qui doit obéir à ça. Donc ça vous laisse très libre après sur les formes, sur les choses que ça, les différentes formes que ça peut prendre. OK? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, donc, fabriquer un système autopoïétique, donc vous voyez, finalement, c'est vraiment plus une histoire de jeu de construction, finalement, d'avoir les bonnes propriétés, les bonnes usines pour fabriquer les bons éléments. Eh bien, le truc, c'est que d'un côté, voilà, je vous ai dit au début que l'autopoïèse, c'était la vie, mais on a pu aussi montrer que la cognition, c'était pareil. Que si vous pouvez fabriquer un système autopoïétique, alors vous pouvez fabriquer un système cognitif. Pourquoi? Eh bien, parce que si donc, on existe j'existe en tant qu'individu physique, mais j'existe aussi en tant qu'individu qui est pensant, entre guillemets.
J'existe avec ma personnalité. Vous existez avec votre personnalité, avec vos objectifs, votre histoire qui vous a marqué et qui fait que vous êtes qui vous êtes. OK? La chose qui est fabuleuse, c'est que chaque jour, quand on se réveille, on est toujours nous-mêmes. Alors, ça peut vous paraître complètement normal. On ne sait pas, hein, ce qui peut vous arriver demain, mais en tout cas, on a tout le temps l'impression que quand on se réveille, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre fondamentalement différent. Mais si je regarde plus en tant que spécialiste d'IA et de réseau de neurones, je trouve ça fabuleux. Parce que, par exemple, là, moi, je passe du temps à vous enseigner. En fait, en vous enseignant, je vous envoie des signaux dont le but est de modifier votre cerveau en vous apprenant des choses. Mais si je modifie trop votre cerveau, je vous transforme. Et dans ce cas-là, vous pourriez devenir quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, je vous détruis quelque part. Et donc, en pratique, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue cognitif, notre vie cognitive, c'est de maintenir en fait le réseau qui nous constitue, de maintenir notre histoire, de se rappeler qui on est, de maintenir nos objectifs. Évidemment, on le reconstruit sans cesse parce qu'on est effectivement chaque jour différent du jour précédent. Non, on n'est pas exactement comme on était avant, mais on a tout le temps cette impression de continuité parce que justement, on va passer notre temps à filtrer les informations du monde extérieur, à se protéger de ce que les autres nous racontent de manière à se maintenir en tant que personne. Et donc, ce qui est fabuleux et ce qui est très différent justement de l'IA tel qu'on le donne, c'est que les systèmes d'IA, ils n'ont aucune personnalité, ils n'existent pas en tant que tels, parce que justement, ils ne sont que le produit des apprentissages. Ils n'ont rien à maintenir, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est juste un système de traitement d'information. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de question autour de l'IA, parce que tant qu'on n'aura pas fabriqué de systèmes qui ont une autonomie intrinsèque et qui existeront en tant qu'agents, il ne se passera rien. Donc, pour le coup, n'ayez pas peur, quoi. Voilà. Mais il y a bien un enjeu à long terme sur le fait qu'effectivement, le jour où on comprend et on est capable d'avoir une vie artificielle, on sera aussi capable d'avoir un système qui aura une vie artificielle d'un point de vue cognitif, parce que c'est pareil. Parce que finalement, les besoins d'une cellule à se maintenir en tant qu'entité, c'est la même chose que moi, en tant que personne, de me maintenir avec ma personnalité par rapport à tous les flux d'informations qui m'abreuvent tous les jours. Ça va? Donc, vous voyez, il y a vraiment une question qui est centrale là-dessus. Alors après, maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on vient de voir au génie logiciel à l'informatique d'une manière générale? La question, c'est il faut être capable de transformer un programme complexe en un système multi-agent. Donc, il faut évidemment pour ça rendre plastique l'enchaînement des algorithmes élémentaires et ou repenser souvent les algorithmes élémentaires, parce que les algorithmes élémentaires, ils ont été pensés dans une vision d'une approche descendante, où ils sont tous interdépendants de manière rigide les uns des autres, et ne permettent pas du tout ce fonctionnement plastique dont on a besoin. Et l'idée, ce que j'aimerais vous convaincre, c'est que quel que soit le programme informatique dont vous pouvez avoir idée, je peux vous le transformer en un système multi-agent basé sur les principes dont je viens de vous parler. Et ça marche pour à peu près tout. J'ai des exemples pour des bases de données, j'ai des exemples pour un peu tout où ça a été fait. Donc après, une fois que j'aurai terminé l'aspect du cours, l'idée c'est qu'on prenne un petit peu des exemples et que vous disiez, mais ça je ne vois pas comment on peut faire. Et j'espère que j'arriverai à vous montrer à chaque fois comment on fait. Donc l'idée, c'est qu'on va parler de ce qu'on appelle des éco-agents. C'est-à-dire qu'on va essayer de reprendre les principes de ce qu'on peut voir dans une fourmi, une abeille et compagnie, en se disant, eh bien, est-ce que je ne pourrais pas fabriquer des agents informatiques, quel que soit mon problème informatique, en recréant une sorte d'écologie du problème, en me disant, et si c'était, voilà, s'il existait une niche écologique autour de ce problème informatique, comment ça pourrait fonctionner? Et donc, tout le temps, évidemment, penser état d'équilibre. Donc ça, c'est le leitmotiv du cours. Et comment on va le faire tourner? Une des manières simples de concevoir le système, c'est d'imaginer qu'il va y avoir des mécanismes d'agression et de fuite qui vont être utilisés au niveau de nos algorithmes. C'est-à-dire qu'on va imaginer que par exemple, nos agents, ils peuvent agresser d'autres agents et que si on est agressé, par exemple, on peut fuir et que si on fait une fuite, alors ça va permettre peut-être d'aboutir à une solution au bout d'un certain temps. Donc, mes éco-agents, ça va être le fait de dire que leur but primaire,
c'est de satisfaire des besoins qui vont être liés à des motivations internes, d'accord? Un objectif personnel par agent. Alors, à la limite, les agents peuvent avoir le même objectif, hein. Donc, la recherche, dans ce cas-là, avoir un mécanisme pour comment faire si je ne suis pas satisfait pour rechercher la satisfaction. Et si, en fait, le problème ne permet pas à tout le monde d'être satisfait, on va avoir des aspects d'agression. Et donc, dans ce cas-là, donc la recherche de la satisfaction peut induire des agressions. D'accord? Ça peut induire une agression. Et évidemment, à l'inverse, si je suis agressé, ben, peut-être que ça implique de fuir pour pouvoir survivre, entre guillemets. Voilà. Et donc, les entrées, ça sera être capable d'agresser, ou de subir une agression, d'avoir la notion de gêneur. Les sorties, ça sera le fait de fuir, de satisfaire un but ou d'agresser quelqu'un. Vous voyez, l'idée, on peut travailler en disant il va y avoir des messages relativement élémentaires qui vont être manipulés par ces systèmes-là. Et je vais notamment vous montrer que ça marche bien pour des trucs du style les tours de Hanoï, le jeu du taquin, le contrôle aérien, voilà, parmi des applications qui ont été des applications un petit peu phares de ces choses-là. Alors attendez, est-ce que ça, je vais en parler après. Oui, ça peut-être c'est plus intéressant pour là tout de suite. L'idée, c'est que donc là, il existe un modèle qui s'appelle FIPA, donc c'est Foundation for Intelligent Physical Agent, où globalement, on a vraiment cette idée qu'on a quelqu'un qui initie, on a un participant, donc on a des requêtes qui vont être faites, on a la possibilité de refuser, au contraire d'être d'accord, on peut avoir des aspects d'échecs qui vont être gérés. Donc, vous voyez, on va avoir tout le temps des échanges comme ça de messages entre les agents. Donc ça va être bien standardisé et ça fait qu'aujourd'hui, on a des architectures de systèmes multi-agents d'un point de vue logiciel qui sont proposées, qui vous évitent d'avoir à tout reprogrammer à la main, hein. On a un autre truc qui va être géré, qui est le fait que quand il va y avoir, on va annuler des choses, par exemple, on va canceller pour l'initiateur qui a un problème. Ben, voilà, avec juste ces messages-là, ça permet de gérer tout le dialogue entre nos systèmes multi-agents. Hop, puis là, ça, je laisse. Voilà, et j'en reviens là. Voilà, donc ça, juste pour que vous compreniez bien un peu les bases. Alors, maintenant, imaginons que je veuille résoudre le problème des tours de Hanoï, un petit peu comme TD, et je veux employer une solution multi-agent pour résoudre le problème des tours de Hanoï en employant des éco-agents. Et évidemment, hein, mes éco-agents, ils ne sont pas intelligents. Ils restent des bêtes, donc ils ne connaissent pas la programmation récursive et ils ne connaissent pas la solution récursive des tours de Hanoï. C'est bon, là, je crois qu'on a dû en parler déjà des tours de Hanoï, hein, voilà, vous connaissez tous le truc. Et si vous ne connaissez pas, vous allez chercher la solution sur Internet des tours de Hanoï en programmation récursive. Bien, comment on peut transformer mon problème des tours de Hanoï en un système multi-agent? Première question, c'est que vont être les agents? On est d'accord, l'agent, ça ne va pas être moi en tant que genre une personne qui doit faire le problème des tours de Hanoï, parce que dans ce cas-là, ça reviendrait à reposer le problème en tant qu'un truc centralisé. Là, au contraire, je veux décentraliser le problème. Bon, ça signifie que si j'ai mes tours de Hanoï, j'ai mes trois tas, là, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, les trois endroits où je peux avoir des tours. Et puis, je vais avoir mes disques. Moi, je n'aurais pas dû faire ça. Je vais les appeler un, deux, trois. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais ça comme ça. Et là, je vais dire que voilà, ça, c'est ABC. Voilà. Donc là, s'il n'y a pas de truc central, c'est quoi les agents? Oui. Le point des disques. Ouais. Alors, j'ai des fois des étudiants, quand je faisais ça en TP, il y avait des étudiants, ils me prenaient des fois les tours comme agent. Honnêtement, c'est moyen. Donc, les disques, c'est beaucoup mieux. Mais vous voyez, vous n'avez pas trop le choix. C'est-à-dire que le support, oui, ça peut être un agent, mais a priori, c'est qu'un agent pas très intéressant. Les tours, ben, ça bouge pas et donc ça correspond pas à la physique de notre problème. C'est clair que ce qui est en train de bouger, ce qui va se déplacer, ce sont nos disques. Donc, autant considérer que un disque égale un agent. OK. Donc ça, c'est dit, c'est fait. Maintenant qu'on a décidé que les agents, c'était les disques,
La question, c'est c'est quoi leur motivation? Ah, et alors là, c'est là où ça devient chute. En fait, de mon point de vue, alors vous, en fait, le problème, vous allez voir, vous pourriez dire qu'effectivement, le but de C, c'est d'être sur 3, le but de B, c'est d'être sur 3, le but de A, c'est d'être sur 3. Si vous écrivez ça comme ça va mal se passer, parce qu'à la limite, il pourrait vouloir fabriquer un truc qui est comme ça. Voilà. Alors effectivement, on peut dire, ah, mais non, il y a des contraintes environnementales qui font que ça, c'est pas viable. Et que ça, entre guillemets, je vais l'interdire. Mais la question, c'est, ah oui, mais comment je vais l'interdire et comment je fais que je vais vraiment aller vers la bonne solution? Alors, vous pouvez, de manière implicite, aider beaucoup votre algorithme en faisant quelque chose qui est de dire que le but de C, c'est être sur B. Le but de B, c'est être sur A. Et là, le but de A, c'est être sur 3. Et dans ce cas-là, en fait, je suis beaucoup plus économe. Et dans ce cas-là, les choses vont pouvoir se dire beaucoup plus simplement, puisqu'à partir du moment où, en fait, au départ, C est content, B est content parce il est bien placé. Le seul qui n'est pas content, c'est A. Voilà. Alors maintenant, il faut que je mette en place le comment il va pouvoir se déplacer, comment il va faire pour faire bouger les choses. Et là, je vous dis, les choses qui vont bien marcher, c'est la notion d'agression et de fuite. D'accord? Je vais imaginer que j'ai une agression et j'ai un comportement de fuite. Alors, donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que A va agresser celui qui le gêne. Alors, il ne sait pas que c'est le gêne. Si on imagine qu'il y a une perception limitée, on peut imaginer qu'il se contente de percevoir que B le gêne. Donc, il peut agresser B en lui disant va-t'en. Mais imaginez ce qui va pouvoir se passer si vous en restez là et que vous ne spécifiez pas plus les choses dans votre programme, c'est qu'il est probable que dans ce cas-là, pourquoi B il peut bouger aléatoirement en choisissant la tour 2 ou la tour 3. Et évidemment, si à la limite il choisit la tour 3, il va encore gêner A et compagnie, donc c'est un peu idiot aussi, quoi. On aura un échange de messages et une sorte d'inefficacité et une recherche aléatoire qui peut être très longue. Donc pour éviter ça, l'idée c'est que on va avoir une agression. Donc A va générer une agression et il va interdire. Je l'ai écrit ici, mais vous imaginez que c'est au-dessus. Il va interdire en fait le truc d'aller sur 3. D'accord? Donc A, il va agresser B. Donc on va avoir une agression de A vers B en disant j'interdis 3. Donc je peux avoir comme ça une méthode qui consistera à dire, ben OK, A génère un message vers B en lui disant je t'agresse et je t'interdis d'aller en 3. Alors après, il faut voir comment on génère ça. L'idée, c'est que dans le système multi-agent, il y a en général un mécanisme d'arbitrage qui va permettre de gérer au fur et à mesure la mise à jour de tous nos agents. Et après, on reviendra sur cet aspect-là. Oui. Si il agresse B, mais B, il est gêné par C. Oui. Donc le B, il va agresser C. Exactement. Tu as tout compris. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que si maintenant, voilà, ça, c'est les buts, je les enlève et je vais utiliser ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai A qui agresse B et il lui interdit 3. Donc, B est agressé. Il est gêné par C. Il veut faire fuite. Il veut faire fuite vers 2. Mais il est gêné par C. Voilà, mais gêné. Ce qui fait qu'on va avoir B qui va générer une agression sur C et il va lui interdire 2. Donc, s'il interdit 2, il va partir sur 3. Donc, C est agressé. Il va faire une fuite sur 3. Donc, on va avoir un premier mouvement qui va être là, c'est que C va aller ici. Maintenant, B peut bouger. Alors, A continue d'agresser B, il n'y a rien qui change, il ne peut pas bouger. Mais maintenant, on va avoir B qui va faire fuir vers 2. Donc, on va se retrouver avec B qui va venir ici. Et maintenant, A
il est plus gêné, mais Mais il trouve C qui est. Mais voilà, mais il essaye d'aller pardon, sur la tour 3. La tour 3, on a un souci. Là, c'est. Donc, ben, on va avoir A Ah, qui va agresser C et il va lui interdire, en fait, là, d'aller. Donc, alors, il va lui interdire le 1, l'endroit où il est. Je ne l'avais pas mis avant, mais vous voyez qu'il faut mieux le rajouter si je veux pas que ça prenne des lenteurs. Donc, il faudrait plus d'interdiction que ce que j'avais dit avant. Il va lui interdire 1 et il va aussi lui interdire 3. Enfin, voilà. Et il lui interdire non simplement le 1. Voilà, et évidemment le 3. Mais il y est déjà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, voilà, C va partir vers B. Tac, je vais me retrouver avec C qui fuit vers B. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller A vers 3. Et maintenant, je vais avoir B il va agresser. qui peut pas faire ce qu'il veut, donc il va agresser C. Il va lui interdire 3. Et donc, on va avoir C qui va aller vers A. Voilà, C va revenir ici. Ah, pardon, C va aller vers 1. Et on va avoir B qui va vers 3. Et ensuite, on va avoir C qui va aller vers 3. Et tout le monde est content. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai résolu mon problème des tours de Hanoi, en fait, de manière optimale avec 3 disques. Non, on a 3 disques, mais si on a plusieurs disques. Alors, mais maintenant, s'il y a plus de disques, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus d'agression, plus de disques. Ouais, et est-ce que ça va marcher? Et plusieurs mouvements. Alors, si vous prenez l'algo tel quel, vous allez créer des minima locaux, et au bout d'un moment, en fait, il va tac-tac, ils vont tourner en rond. Donc, en fait, ce qu'on constate là, c'est que l'algo en lui-même, quelque part, il sera en échec au-delà de 3. Mais si vous rajoutez un peu de bruit en disant que dans certains cas, on peut bouger aléatoirement en se trompant, entre guillemets, et que vous donnez ce mouvement, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, même avec 5, avec 10 disques, vous allez trouver la solution des tours de Hanoi, pas de manière optimale, mais en un temps qui est tout à fait très raisonnable. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est-à-dire qu'en fait, le hasard va vous aider à sortir des minima locaux, comme on le fait en optimisation pour agiter une solution. Et bah, à force un petit peu de hasard à des moments, entre guillemets, stratégiquement choisis, vous allez avoir la solution qui est OK. Et donc, on est capable comme ça de résoudre correctement ce problème des tours de Hanoi. Ça va? Alors, vous avez parlé d'autres jeux, le taquin. Voilà, réfléchissez pour la fois prochaine comment vous pouvez m'écrire une solution en système multi-agent pour résoudre le problème du taquin sans utiliser le A étoile, évidemment. Et l'autre problème, ben, c'est le contrôle aérien, pareil, mais ça, on en a déjà parlé sur le fait que ça marchait bien. Et alors, donc, vous voyez, donc là, on aura fait, donc la prochaine fois, pardon, c'est demain, hein. C'est ça, hein. Oui, donc, pour demain, vous me trouvez la solution pour le taquin. Et ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un problème informatique qui vous intéresse et où vous dites, mais ça, il n'y a pas de solution multi-agent. Et que voilà, et que vous essayez déjà de voir, si vous voyez une solution. Et si vous ne voyez pas de solution, ben, vous le gardez en disant, c'est quoi vraiment un problème sympa où il n'y a pas de solution multi-agent pour qu'on en parle demain. Et j'espère que j'arriverai à vous montrer qu'il y a une solution multi-agent à chaque fois. Voilà.